Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte-Gouttes, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Cette année, l'UGA, Université Grenoble-Alpes, présentera son festival culturel universitaire sur le thème Mythes. Il aura lieu du 24 au 31 mars et ils m'ont proposé de faire une émission dans le cadre de leur festival. Pour m'adapter au thème du festival tout en restant proche des contes, je suis allée chercher du côté de la mythologie et plus particulièrement du côté des métamorphoses. Si on additionne la mythologie plus les métamorphoses plus le printemps, parce que on est en mars, on obtient une émission sur les métamorphoses végétales. Je me suis appuyée sur l'œuvre d'Ovide, intitulée « Les métamorphoses », pour préparer cette émission. Dans la mythologie, les métamorphoses ont toujours un but bien précis. Elles n'interviennent pas par plaisir ou par loisir. On va voir aujourd'hui que les métamorphoses végétales peuvent servir à échapper à un assaillant. Elles peuvent aussi intervenir suite à un désespoir profond, mais elles sont aussi un gage d'amour. Dans la mythologie, les amours sont parfois complexes, pas toujours réciproques et souvent dramatiques. C'est ainsi que Daphné sera changée en laurier. Apollon est éperdument amoureux d'elle et la poursuit sans cesse de ses ardeurs. Daphné ne souhaite pas céder à Apollon, ni à aucun homme d'ailleurs. Elle souhaite rester vierge. Mais son père, le dieu Pénée, la met en garde. Sa beauté est malheureusement un obstacle car tous les hommes sont épris d'elle et il lui sera difficile de leur échapper. Apollon est le plus insistant. Lors d'une course-poursuite, Daphné voit ses forces faiblir, alors elle implore son père de la métamorphoser pour la libérer des assauts d'Apollon. Voici l'extrait en question. Apollon voit les cheveux de la nymphe flotter négligemment sur ses épaules. « Et que serait-ce, dit-il, si l'art les avait arrangés ?» Il voit ses yeux briller comme des astres. Il voit sa bouche vermeille. Il sent que ce n'est pas assez de la voir. Il admire, et ses doigts, et ses mains, et ses bras plus que demi-nus, et ce qu'il ne voit pas, son imagination l'embellit encore. Daphné fuit plus légère que le vent, et c'est en vain que le dieu cherche à la retenir par un discours. Il en eût dit davantage, mais, emportée par l'effroi, Daphné, fuyant encore plus vite, n'entendait plus les discours qu'il avait commencés. Alors de nouveaux charmes frappent ses regards. Les vêtements légers de la nymphe flottaient au gré des vents, Zéphyr agitait mollement sa chevelure déployée, et tout, dans sa fuite, ajoutait encore à sa beauté. L'amour le lance sur les traces de Daphné. Il les suit d'un pas plus rapide. Il s'attache à ses pas, il croit déjà la tenir et le cou tendu, allongé, semble mordre sa trace. Le timide animal, incertain s'il est pris, évite les morsures de son ennemi et il échappe à la dent déjà prête à le saisir. Tels sont Apollon et Daphné, animés dans leur course rapide, l'un par l'espérance et l'autre par la crainte. Le dieu paraît voler, soutenu sur les ailes de l'amour, il poursuit la nymphe sans relâche. Il est déjà prêt à la saisir, déjà son haleine brûlante agite ses cheveux flottants. Elle pâlit, épuisée par la rapidité d'une course aussi violente, et fixant les ondes du Pénée, son père, elle dit « S'il est vrai que les fleuves participent à la puissance des dieux, mon père, secourez-moi. Terre, ouvre-moi ton sein ou détruis cette beauté qui me devient si funeste. » À peine elle achevait cette prière, ses membres s'engourdissent. Une écorce légère presse son corps délicat, ses cheveux verdis son feuillage, ses bras s'étendent en rameaux, ses pieds, naguère si rapides, se changent en racines et s'attachent à la terre. Enfin, la cime d'un arbre couronne sa tête et en conserve tout l'éclat. Apollon l'aime encore, il serre la tige de sa main et sous sa nouvelle écorce il sent palpiter un cœur. Il embrasse ses rameaux, il les couvre de baisers que l'arbre paraît refuser encore. « Eh bien, dit le dieu, puisque tu ne peux plus être mon épouse, tu seras du moins l'arbre d'Apollon. Le laurier ornera désormais mes cheveux, ma lyre et mon carquois. » De même que Daphné, Syrinx, une naïade, est poursuivie par les ardeurs de Pan. Là aussi, c'est elle qui implore sa famille, ses sœurs en l'occurrence, de la métamorphoser pour échapper à son assaillant. Voici l'extrait. Un jour,
Le dieu Pan, qui hérisse sa tête de couronne de pin, vit Syrinx et lui adressa un discours. Mais la nymphe, insensible à ses prières, avait fui par des sentiers difficiles jusqu'aux rives sablonneuses du paisible Ladon. Le fleuve arrêtant sa course, elle avait imploré le secours des naïades, ses sœurs. Croyant saisir la nymphe fugitive, Pan embrassa que des roseaux. Pendant qu'il soupirait de douleur, ces roseaux, agités par les vents, rendirent un son léger, semblable à sa voix plaintive. Le dieu, charmé de cette douce harmonie et de cet art nouveau, s'écria « Je conserverai du moins ce moyen de m'entretenir avec toi. » Le dieu, coupant des roseaux d'inégale grandeur et les unissant avec de la cire, forma l'instrument qui porta le nom de son amante. On remarque que ces métamorphoses sont des échappatoires éphémères, car Daphné et Syrinx, bien que métamorphosés, resteront, malheureusement, captives de leur assaillant. Syrinx est transformée en roseau, une plante qui est symbole de force, mais aussi de fragilité. Ainsi, elle garde une trace, par-delà sa métamorphose, de son destin funèbre. Le dieu Pan souffle dans ce roseau pour en sortir un son et crée ainsi un instrument de musique. On peut aussi interpréter ce son comme l'ultime plainte de Syrinx. Mais le plus ironique étant sans doute que Daphné est transformée en laurier. Cette plante symbolise la victoire, mais ce n'est pas sa victoire à elle qu'elle célébrera, mais bien celle d'Apollon qui a fini par obtenir ce qu'il voulait. Nous venons de le voir, la métamorphose peut être une échappatoire plus ou moins victorieuse. Mais elle peut permettre aussi d'échapper et surtout de mettre fin à une tristesse incoercible. C'est le cas par exemple des Héliades, qui sont les sœurs de Phaéton qui, inconsolables suite à la mort tragique de leur frère, seront transformées en peupliers et leurs larmes deviendront de l'ambre. Dans le monde végétal, le peuplier est rattaché à l'autre monde, c'est-à-dire le monde des morts. Il symbolise la mélancolie et le souvenir des êtres disparus. Mais le regret peut lui aussi conduire à la métamorphose. Si Parissus, un jeune homme inconsolable d'avoir tué par mégarde le cerf dont il avait la responsabilité, demandera au dieu d'être métamorphosé. Il sera exaucé, car il sera transformé en cyprès, un arbre qui symbolise la vie éternelle, car son feuillage est toujours vert. Il était planté aux abords des tombeaux et des bûchers, et on le trouve de nos jours dans les cimetières pour accompagner les défunts. Voici le passage en question. Dans les champs de Carthée errait un cerf fameux consacré aux nymphes de ces contrées. Un bois spacieux et doré orne sa tête, un collier d'or pare son cou, flotte sur ses épaules, attaché par de légers tissus, une étole d'argent s'agite et brille sur son front. Mais qui l'aima plus que toi, jeune Cyparissus, le plus beau des mortels que l'île de Cos ait vu naître? Tu le menais dans des frais et nouveaux pâturages, tu le désaltérais dans l'eau limpide des fontaines. Tantôt tu parais son bois de guirlandes de fleurs, tantôt, sur son dos assis, avec un frein de pourpre, tu dirigeais ses élans